Bonjour, nous sommes le samedi 13 février 2021 et aujourd'hui je n'ai malheureusement pas la moindre hésitation sur comment je vais appeler ma vidéo, ce sera la chronique de l'effondrement numéro 5. Euh, Est-ce que je vais commencer par les États-Unis ou par la Covid-19? Je crois que je vais commencer par la Covid-19. Je viens de publier sur mon blog euh, un billet qui m'est proposé, et puis par quelqu'un qui fait des billets très intéressants sur des tas de sujets, et en particulier sur la pandémie, et qui s'appelle Monsieur Macron en a marre de la science, Monsieur Macron en a marre de la réalité. Et c'est vrai qu'on commence à fatiguer au niveau des dirigeants. Pourquoi? Ben, parce qu'on est engagé depuis un certain temps, pratiquement un an, dans une mauvaise gestion d'une pandémie. On n'a pas eu l'air de comprendre de quoi il s'agissait. On a voilà, du stop and go, que j'ai appelé aussi, selon les, euh, les habitudes de la procession de Echternach au Luxembourg, 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Pourquoi est-ce qu'on fait? Pourquoi cette stupidité? Pourquoi euh, une approche aussi inepte? Et je crois déceler depuis le début l'influence néfaste des syndicats patronaux qui comprennent pas que c'est pas un problème d'arbitrage entre autant de morts ici et puis, euh, des pertes économiques de ceci ou cela. On ne fait que prolonger ce qui risque de devenir une agonie finalement, si c'est aussi maltraité que ça. Euh, je me suis rendu quelque part où je vais souvent, enfin souvent non, je vais une fois tous les 3 ou 4 mois m'approvisionner en boisson, et je vais lundi, fermé, je retourne mardi, fermé, mercredi, fermé. Bon, je finis par rentrer et on me dit, ah ben oui, on a mis fermé parce qu'il n'y a personne qui vient, mais on va quand même vous servir. Et c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est la manière la plus inepte? Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit oui, oui, on gère bien. Et puis voilà un autre mutant du virus. Ah merde, on aurait dû aller plus vite parce qu'il y a un nouveau mutant. Ah zut, c'est pas, on n'a pas encore vraiment digéré le mutant britannique, qu'il y en a un du Brésil et un Afrique du Sud qui sont déjà là. Mais oui, mais si vous traînez les savates comme ça. Bon, alors oui, on discute beaucoup du fait qu'il n'y a pas que ça, que ce sont des populations déjà fragilisées qui sont voilà, qui tombent. Mais ce qu'on met entre parenthèses, on dit bah voilà oui, il y a des gens, bah, et puis ils sont malades, mais il y en a beaucoup qui sont guéris, qui rentrent à la maison. Puis quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que ceux qui sont guéris, qui rentrent à la maison, il y en a un tiers qui retourne à l'hôpital dans les 3 mois. Et il y en a, c'est quoi, 1 sur 8 de ceux qui retournent à l'hôpital qui meurent. C'est pas un rhume. Ah oui, je suis guéri de mon rhume. Bon, alors un an plus tard, on a un autre rhume. Non, c'est une saloperie. C'est vraiment une saloperie. Alors on dit oui, mais regardez, finalement, quand on regarde les chiffres, il n'y a pas tellement de gens qui en meurent. Ça vient se coller sur une situation déjà très dégradée. Euh, Ça m'avait frappé depuis le début, mais et ça c'est parce que je regarde souvent la carte de la pollution en France, et que je suis content de vivre là où j'habite parce que c'est l'endroit le moins pollué. Mais la carte de la Covid, la carte des décès, la carte des cas, c'est la carte de la pollution en France. Et bon, ça a frappé tout le monde depuis le début, mais on n'a pas voulu. On a dit tiens, c'est une coïncidence. C'est pas une coïncidence. C'est pas une coïncidence. Si on faisait la carte des diabétiques, si on faisait la carte des obèses, on aurait aussi la même carte que la pollution, et on aurait aussi la même carte que voilà, bien entendu, obésité, diabète, ce sont des cancers des poumons, ce sont des maladies de société, comme on dit. C'est-à-dire, en fait, on ne veut pas dire, c'est des maladies de la pauvreté. C'est des maladies de la pauvreté. Et qui est-ce qui habite dans les endroits pollués? C'est les pauvres. Et qui est-ce qui doit continuer à aller au travail quand il y a même du confinement? Ben, c'est les pauvres. Et ainsi de suite.
Mais ça, on peut pas le dire. Ça, on peut pas le dire, hein, parce que ça traîne depuis quand, ce problème de la pauvreté, le problème de la pauvreté dans la société. Vous pouvez remonter aux évangiles et vous le trouvez déjà. C'est un problème qu'on n'arrive pas, qu'on n'essaye pas trop de résoudre et qu'on ne résout pas, et ça continue. Et il y a une période, voilà, 30 glorieuses, qu'on essaye qu'il n'y ait pas trop de ressentiment dans la population. Et alors ça marche, c'est pas un miracle. Quand on fait les calculs, on s'aperçoit que c'est parce qu'il y avait les, je sais pas quoi, les 10 milliards du plan Marshall en arrière-plan, un cadeau. Un cadeau pourquoi? Un cadeau pour qu'on ne devienne pas communiste. Bon, on ne va pas descendre dans les détails, mais voilà. Ça fait quoi, plusieurs dizaines d'années que quand vous roulez sur le périphérique à Paris et que vous voyez un panneau qui s'allume qui dit pollution, baisser la vitesse, pollution en raison d'une situation atmosphérique exceptionnelle. Et alors vous regardez autour de vous, qu'est-ce que ça d'exceptionnel? Ah oui, il fait beau. Oui, voilà, c'est ça. Parce que quand il fait beau, il n'y a pas assez de vent pour emmener toutes ces saloperies dans l'atmosphère. Enfin, les envoyer en Normandie ou en Bourgogne ou vers le sud, dans le Perche et dans la Beauce. Chronique de l'effondrement. Oui, pourquoi j'appelle ça comme ça? Bon, on ne veut pas prendre le taureau par les cornes et ça va être la catastrophe. J'ai regardé avant de commencer à parler, le niveau des décès quotidiens, journaliers de la Covid ou du Covid en France. On est au niveau du 1er ou du 20 avril. Bon, 500 morts par jour, à peu près. Hein. Ça fluctue. Alors, entre le 1er et le 20 avril, il y a eu des pics. Il y a eu des pics de 1000 et il y a eu un pic de 1400. Voilà. Là, ça a dépassé vraiment carrément. Mais dans la période jusqu'au 1er avril, ça montait. Et puis à partir du 20, ça a commencé à baisser. Et donc, mais on est à ce niveau-là. Et on est sur un plateau, j'ai regardé, on est sur un plateau d'à peu près 400-500 décès par jour depuis le 25 novembre. 25 novembre, c'est un mois, 2 mois, ça fait 3 mois. 3 mois que ça fluctue comme ça. Et chaque fois que ça baisse d'un tout petit peu, d'un millipoil, alors ça y est, on a résolu le problème. Mais non, hein, non. Il y a les autres variants qui arrivent. Mais on va se vacciner. Ah, mais zut, ah oui, le truc de Zeneca, là, je ne sais quoi. Oui, il n'est efficace qu'à 10% sur le nouveau variant sud-africain. C'est quand même moche. On va vacciner les gens, et puis avec un vaccin qui sera efficace dans 10% des cas la semaine prochaine. Et puis on n'arrive pas à vacciner les gens. Regardez la vitesse à laquelle ça va. Je ne vais pas regarder. Dans ma classe d'âge, dans le département où je suis, on est peut-être déjà arrivé à quoi? Allez, à tout casser. Mais j'exagère sans doute. On est peut-être arrivé à 2%. C'est parce qu'on a détruit, hein, on a détruit tout ce qui permettait à un État d'agir dans l'urgence. On a remplacé une politique des fins par une politique des moyens. Tout ce qui coûtait cher, on l'a supprimé, des hôpitaux, des lits dans des hôpitaux, et ça coûte la peau des fesses, et puis on n'en a jamais besoin. Sauf quand on en a besoin, sauf quand la pollution nous rattrape, sauf quand le diabète et l'obésité nous rattrapent, et que du coup ils trouvent un terrain tout à fait favorable pour un virus qui vient de quelque part. On ne sait toujours pas d'où il vient, mais ça n'a aucune importance, puisque maintenant il mute de tous les côtés. Alors, il y a des gens qui vous disent il aurait fallu adopter la politique chinoise. Monsieur Jorion, vous n'êtes pas au courant, c'est ça qu'on aurait dû faire. Si, monsieur, si, je suis au courant. D'ailleurs, il y a exactement un an, je le disais déjà, et je n'ai pas arrêté de le répéter depuis, donc je suis au courant, oui, c'est ça. Je dis ça tout de suite, j'ai dit c'est pas un problème d'optimisation mathématique entre le nombre de morts et les pertes économiques, parce que regardez, ceux qui ont peu de morts et qui n'ont pas de pertes économiques, voilà, c'est l'Extrême-Orient, et puis ceux qui ont beaucoup de pertes économiques,
économique et beaucoup de pertes en termes de morts, c'est nous, on est les nullards. Mais alors, on nous dit, bah oui, comparer avec l'Allemagne, avec la Suède, avec la Belgique, c'est pas avec les autres nullards qu'il faut comparer. Il faut comparer avec ceux qui ne le sont pas, avec ceux qui ont une économie qui redémarre. Donc, c'était quoi? L'année passée, calcul. La Chine va rattraper les États-Unis comme la plus grande puissance mondiale en 2037. Non. Un an plus tard, on a refait le calcul, en 2028. En un an, la Chine a gagné 9 ans sur les États-Unis. Et c'est pas parce que la Chine est devenue tout à coup en un an autre chose qu'elle n'était. Non, c'est parce que les États-Unis sont dans une spirale descendante. Ah, voilà, j'ai une transition avec les États-Unis. Alors, où est-ce qu'on en est? On en est au deuxième impeachment, on en est à des poursuites contre les gens qui ont pris d'assaut le le Capitole, qui est donc l'Assemblée nationale aux États-Unis, à Washington. Et qu'est-ce que ça donne? Ah ben, ils vont voter, voilà, ils vont voter. On a eu les dépositions, on a eu tous les témoignages, on a eu plein de vidéos, on a vu des gens se faire massacrer par une foule en colère. Et on nous a dit, bah, j'allais dire les ultralibéraux, mais ils ont un nom aux États-Unis, ils s'appellent les républicains. Les républicains ne voteront pas. Bon, alors on a vu, ils ont fait des grandes déclarations en disant oui, mais quand le président dit battez-vous jusqu'à la mort, tout le monde comprend que c'est une figure de rhétorique, c'est une manière de parler, c'est au figuré. Quand il dit j'irai avec vous jusqu'au Capitole, oui, mais enfin, est-ce qu'il parle bien du Capitole qui est à Washington? Il y en avait un bien à Rome avant Jésus-Christ. Bon, absolument n'importe quoi, que c'est inconstitutionnel de terminer la procédure de destitution parce qu'il n'est plus président, etc. Alors, il y a deux manières de lire. On dit oui, c'est parce qu'ils ont tellement peur encore de Trump, ils n'osent pas broncher, etc. Il y a une autre lecture possible. Il y a une autre lecture possible, que tous ceux qui continuent à soutenir Trump, qu'ils soient exactement le même type de fasciste que leur patron. Je me souviens, c'était il y a une dizaine d'années, c'était à France Culture, c'était du grain à moudre. Et il y avait une émission, on m'avait invité sur le Tea Party. Voilà, l'extrême droite, je ne devrais pas dire ça, sur le Tea Party. Alors le thème de la discussion, c'était un nouvel élément dans le paysage politique aux États-Unis. Je ne sais pas si j'ai utilisé le mot fasciste, mais j'ai dit bon, c'est l'extrême droite. Ah oui, non, mais Monsieur Jorian, vous êtes bien sûr? Non, non, il ne faudrait pas dire ça. Ce sont des comment ils s'appellent, libertariens. Libertarien, c'est pas vraiment l'extrême droite, etc. Si libertarien, c'est l'extrême droite, et bon, ça fait pas un pli. Non, non, non. Voilà. Ça fait des années que les électeurs républicains élisent des fascistes comme députés, comme sénateurs. Alors il y en a qui sont des caricatures absolues, comme la bonne femme, la QAnon. Qu'on a quand même. C'est la dame qui niait qu'il y ait eu des massacres dans les écoles. Elle poursuivait un lycéen qui était lui un rescapé dans la rue en disant vous êtes un acteur, vous êtes payé, etc. Et cette bonne femme, son parti, le Parti républicain, l'avait mis dans le comité au Sénat, dans le comité de l'éducation. Alors, les démocrates ont dit que non, ça c'est quand même un tout petit peu fort, et ils l'ont viré de ça. Alors, elle a dit qu'elle était très contente, ça lui permettrait de continuer son militantisme dans d'autres domaines. Mais non. Alors on dit à ces gens, à ces libéraux, comme moi je leur dis l'autre jour, mais vous êtes quand même des êtres humains. Non, 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 c'est une illusion, c'est une illusion. Ils sont ce qu'ils vont voter. Quand on leur dit, oui, ça va permettre à Trump, s'il revient, de refaire exactement la même chose. Alors là, ils commencent par applaudir, et oui, c'est ça le but de la manœuvre. Et alors on dit oui, mais il y aura peut-être encore un type un jour encore pire que Trump. Et alors il saura que s'il fait des saloperies dans le dernier mois avant la sortie, ben, on ne pourra rien faire parce qu'on n'aura pas le temps de
le destituer dans le mois qui reste. Donc il pourra faire absolument ce qu'il veut, en particulier un coup d'État, on ne pourra pas le rattraper. Et cette idée qu'il pourrait y encore avoir pire que Trump, ça ne le dérange pas du tout. En fait, c'est peut-être aussi encore le rêve secret. C'est un pays voilà, quand le vote aura lieu, je ne sais pas, c'est quoi, à la fin du week-end, on nous dit, ça veut dire quoi, dimanche soir, qui se réveillera voilà, en devant se regarder dans le miroir en disant il y a une minorité de blocage de fascistes capables d'empêcher que des mesures, du renforcement de la démocratie américaine ou tout simplement de la bonne maintenance des rambardes, des contre-pouvoirs, que tout ça n'est plus possible. Alors oui, on a M. Biden, et bon, il fait des petits clins d'œil à la gauche, c'est bien, c'est sympathique, il essaie de... Voilà, c'est vrai qu'en 2 semaines, il a fait plus que M. Obama en 6 mois, mais avec une minorité de 30 à 35% de fascistes, pas simplement de gens d'électeurs du Parti républicain, ces électeurs du Parti républicain. On nous dit, oui, bon, il y a de moins en moins de gens qui sont républicains, etc. Mais il y a encore 2 tiers, d'entre eux qui considèrent que l'élection a été volée. La méthode Coué c'est ça, hein, c'est la méthode de pouvoir de Trump depuis le départ, c'est la méthode Coué. Chasse aux sorcières, non, pas de collusion avec les Russes, pas de collusion avec les Russes, pas de collusion avec les Russes, etc. Et à force de le répéter, il a répété les élections sont truquées, il a dit les élections sont truquées 2 ans à l'avance. Il n'y avait pas d'élection, mais il savait que s'il répétait les élections sont truquées pendant 2 ans, le jour de l'élection, les gens contre là à dire oui, les élections sont truquées, c'est vrai, on le sait. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Bon, là je vais dire quelque chose qui est absolument pas sortable, c'est vraiment pas politiquement correct. Ce que ça révèle quand il y a des partis politiques qui apparaissent et qui sont vraiment très polarisés, c'est que même s'il n'y a pas un ressentiment énorme dans la population, pour moi, le facteur premier de ce genre de populisme d'extrême droite, c'est évidemment le ressentiment dans la population. Mais même quand tout va bien, même pendant les 30 glorieuses, il y a des gens comme ça. C'est pour ça que je cherche un peu ces jours-ci et que je me suis intéressé à un truc que j'ai appelé le traumatisme du gros mensonge. Est-ce qu'il n'y a pas dans l'éducation des choses qui sont l'éducation des enfants, est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui sont des ratages absolus et qui produisent des complotistes, qui sont des complotismes à ce moment-là dans l'œuf, embryonnaire, simplement parce qu'on leur a menti systématiquement, ou alors on leur a parlé de manière tout à fait incohérente. Il y a quelqu'un sur mon blog qui se vantait d'avoir, quand son enfant lui avait posé une question très intéressante, comme les enfants posent, sur l'attitude d'un château fort, comment on l'avait construit, qui a raconté un truc qu'il était beaucoup plus bas et puis qu'il avait monté un truc comme ça. Et cette personne vient nous expliquer, assez fier de lui-même, voilà, qu'il a essayé de rouler son enfant. Et la justification par la suite, c'est ah oui, ça lui a permis de se faire un jugement de lui-même. Mais monsieur, vous êtes son père, vous êtes une figure d'autorité. De fait, vous êtes une figure de confiance, par nécessité, parce que les enfants, ils doivent pouvoir faire, quand ils sont petits, ils sont tout à fait livrés à eux-mêmes, ils doivent pouvoir faire confiance à leur père et à leur mère, qui sont là autour d'eux. Vous n'avez pas compris ça? Et alors, ça crée effectivement... Non, donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens qui sont bousillés pratiquement depuis le départ. C'est pas simplement, on dit oui, une enfant heureuse, alors bon, évidemment, c'est plus facile d'avoir une enfant heureuse quand il y a de l'argent dans la famille, je suis tout à fait d'accord, mais moi je connais des familles où il n'y a pas beaucoup d'argent, y compris la mienne, où il y avait des parents qui étaient dignes de ce nom quand même. En général, c'est quand les gens ont des parents qui ne sont pas dignes
de ce nom, c'est parce que les grands-parents déjà n'étaient pas dignes de ce nom. Et c'est pas une question, l'actualité vous le montre, hein, c'est pas une question d'être riche ou pauvre. Puisque nous avons maintenant toutes ces affaires qui sont effarantes, qui nous viennent du sommet des élites et qui sont des... Heureusement qu'il y a des gens, enfin qu'on voit, qu'on comprend que dans des situations comme ça, il y a des gens qui ont quand même une dignité parmi eux. Mais évidemment, bon, leur réponse digne dans ce cas-là, c'est le suicide. Et ça ne devrait pas être la solution, hein. Ça ne devrait pas être comme ça qu'on essaie de résoudre ces choses. Il faudrait que ce soit les autres, non pas qui se suicident, mais que ce soit les autres qui changent de comportement. Bon, j'ai appelé ça chronique de l'effondrement. Là, je suis maintenant dans des choses qui handicapent les cultures humaines depuis très très longtemps. C'est le bon exemple et que malheureusement il y a beaucoup de circonstances qui font qu'on n'a malheureusement pas le bon exemple autour de soi et on est limité, du coup on est limité par, excusez-moi, parce qu'on a vu autour de soi. Ça limite les options qu'on a. Ça produit ces gens qui me font des commentaires sur le blog en disant oui, mais avouez, qui est-ce que vous haïssez, et qui doivent sans doute tomber de leur chaise quand j'ai dit mais moi je hais absolument personne, c'est pas comme ça que je fonctionne. Ils doivent pas me croire, alors qu'il y a, bon, je sais que vous êtes nombreux parmi les gens qui me regardaient en particulier, qui ne fonctionnaient pas dans le carburant, n'est pas la haine, et qui alors cherchent parfois même vainement pendant un moment qui est-ce qu'on va haïr, et puis ils tombent sur le lampiste qui va faire l'affaire. Bon, là, mais je vous dis, là, je tombe dans la psychanalyse, je tombe dans l'anthropologie, je tombe dans les grands problèmes de civilisation. Mais ça ne nous aide pas, hein, que le terrain ne soit pas favorable quand il vient des choses, voilà, comme des pandémies, comme des plaies, comme des fléaux. Bon, allez, à bientôt. Je vous reviens. Probablement sur le même sujet ou sur d'autres. Voilà, allez, à bientôt.